Imaginez le silence, pas n'importe lequel. Je parle de ce silence lourd, électrique, presque suffocant qui précède une détonation. Vous êtes dans une salle immense, aseptisée, remplie de costumes gris et de visages fermés, quelque part à Bruxelles. L'air est climatisé, artificiel, mais je vous jure qu'on pouvait sentir l'odeur de la poudre à canon. C'était le 11 février, un mardi, je crois. Sur les écrans géants, les chiffres ont défilé. 458 voix pour, 140 contre. Et en une fraction de seconde, le monde a basculé. Ce n'était pas juste un vote, c'était le bruit d'une guillotine qui tombe. L'Union européenne venait de faire quelque chose que personne, et surtout pas Vladimir Poutine, n'avait vu venir. Ils n'ont pas seulement signé un chèque, ils ont armé une bombe financière. 90 milliards d'euros. Vous vous rendez compte de la somme ? C'est assez pour envoyer une armée entière à l'âge de pierre. Mais ce n'est pas le montant qui m'a fait froid dans le dos, ni même le soulagement visible sur les visages des diplomates ukrainiens. Non, c'est le détail, l'astérisque en bas de page, la petite ligne cruelle que Poutine a dû lire dans son bunker avec une veine palpitant sur la tempe. Parce que cet argent, ces milliards qui vont pleuvoir sur Kiev pour acheter des missiles et des drones, ce n'est pas l'Europe qui va les payer, c'est la Russie. Oui, vous m'avez bien entendu, l'Europe vient littéralement de forcer Moscou à financer sa propre destruction. C'est tordu, c'est brillant, et c'est d'une brutalité administrative absolue. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas juste de la géopolitique, c'est une histoire de vengeance servie glacée, et franchement, même moi j'ai du mal à croire qu'ils aient osé aller aussi loin. L'atmosphère a changé, on n'est plus dans la diplomatie des gants blancs, on est dans la guerre de survie. Vous devez comprendre dans quel état était l'Ukraine juste avant ce moment. J'ai vu les rapports, j'ai parlé à des gens sur le terrain. L'économie était en train de s'effondrer, Poutine le savait. C'était son plan, sa seule véritable porte de sortie, la faillite. Il se disait « Je ne peux pas prendre Kiev en 3 jours ? D'accord, je vais les saigner à blanc, je vais attendre qu'ils n'aient plus un centime pour payer leurs soldats, leurs médecins, leurs instituteurs. » Et ça marchait. Le déficit budgétaire de l'Ukraine était béant, un trou noir de 45 milliards de dollars. Imaginez devoir choisir entre acheter des obus ou garder les lumières allumées dans les hôpitaux. C'était là où ils en étaient. Et soudain, ce prêt arrive. 90 milliards. C'est une bouffée d'oxygène pure pour un noyé. Ça leur donne de quoi tenir au moins 1 an de plus, peut-être 2. Poutine pensait jouer la montre. Il pensait que le temps était son allié, que l'Occident se fatiguerait, que les comptables à Berlin et à Paris fermeraient les robinets. Et là, d'un coup de stylo, l'Europe lui dit « Non seulement on ne ferme pas le robinet, mais on vient de brancher une lance à incendie. Mais attendez, il y a un détail technique qui change tout. Ce n'est pas un don, c'est un prêt. Et là, je sais ce que vous vous dites. L'Ukraine est en ruine, comment vont-ils rembourser ça ? C'est là que le piège se referme. C'est là que ça devient machiavélique. Ce prêt est structuré de manière à ce que l'Ukraine ne rembourse que le principal, et seulement après la guerre. Mais avec quel argent ? Avec les réparations de guerre que la Russie devra verser. Vous saisissez l'ironie ? L'Union européenne prête de l'argent à l'Ukraine en disant « T'inquiète pas pour la facture, on l'enverra à Vladimir. » C'est le coup du siècle. C'est comme si on vous donnait une batte de baseball pour vous défendre contre un agresseur en vous disant que c'est l'agresseur qui a payé la batte avec sa carte de crédit. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'arrête une seconde. Je veux que vous ressentiez vraiment ce qui se joue ici. Vous savez, on pense souvent que le pouvoir, c'est la force brute. C'est le bruit des chars, le sifflement des missiles, le nombre de soldats qu'on peut envoyer mourir pour une ligne sur une carte. C'est une vision primitive, presque animale. Mais la vraie nature du pouvoir, la plus effrayante, c'est sa capacité à transformer vos propres forces en faiblesse. C'est le judo. Poutine a passé des années à accumuler des réserves, à bâtir une forteresse financière, pensant que cet argent le rendait intouchable. Il pensait que sa richesse était son bouclier. Et aujourd'hui, cette même richesse est devenue l'épée qui le transperce. C'est ça, la leçon brutale de la politique. Rien ne vous appartient vraiment si vous ne contrôlez pas les règles du jeu. Vous pouvez être le roi sur l'échiquier, mais si quelqu'un d'autre décide soudainement que les fous se déplacent comme des tours, votre stratégie s'effondre. Le pouvoir n'est pas dans la possession, il est dans la définition des règles. Et l'Europe vient de réécrire le règlement sous les yeux d'un homme qui se croyait maître du jeu. Alors, comment ça marche concrètement ? Est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux ou est-ce que ça va vraiment changer la donne sur le terrain ? Parce que, soyons honnêtes, les discours à Bruxelles, ça n'arrête pas les balles à Kharkiv. Mais là, c'est du concret. Le prêt est divisé. 60 milliards pour le militaire, 30 milliards pour le budget. 60 milliards d'euros pour l'armée. C'est colossal. Pour vous donner une idée,
L'Ukraine prévoit de dépenser environ 720 millions de dollars par an juste pour les drones. Avec ce prêt, ils peuvent multiplier ça par 10, par 20. Ils peuvent inonder le ciel, et ce n'est pas tout. Il y a une clause fascinante dans ce contrat. L'argent doit être dépensé pour des armes achetées en Europe ou dans l'espace économique européen. Ça inclut la Norvège, la Suisse, l'Islande. Mais si l'Europe ne peut pas fournir ce qu'il faut, si les usines françaises ou allemandes saturent, eh bien l'Ukraine a le droit d'aller voir ailleurs. Ils peuvent toquer à la porte des Britanniques pour des missiles Storm Shadow ou aux Américains pour des systèmes Patriot. C'est une flexibilité totale. Imaginez la scène au ministère de la Défense à Kiev. Les généraux qui regardaient leur stock fondre, qui comptaient chaque obus, ont maintenant une ligne de crédit quasi illimitée pour l'année à venir. Ils peuvent planifier. Ils peuvent commander des systèmes complexes qui mettent des mois à être fabriqués. Ils ne sont plus dans la réaction, ils peuvent repasser à l'initiative. Et ça terrifie Moscou. Parce que la Russie, elle, est en train de racler les fonds de tiroir. Elle envoie ses soldats dans un hachoir à viande, on parle de 1,25 million de pertes, c'est hallucinant, et elle le fait en pariant sur l'épuisement ukrainien. Mais comment épuiser un ennemi dont les factures sont payées par vos propres avoirs gelés? C'est impossible. L'équation ne tient plus. Et ce n'est pas tout. Il y a les 30 milliards pour le budget. Ça paraît moins sexy que des missiles, je sais, mais c'est tout aussi vital. Poutine essayait de créer le chaos social. Il voulait que les retraités ukrainiens ne soient plus payés, que les hôpitaux ferment, que le peuple se retourne contre Zelensky par désespoir économique. Avec cet argent, l'Ukraine peut maintenir un semblant de normalité. Elle peut payer ses profs, ses médecins, elle peut investir dans l'éducation et la santé, même sous les bombes. C'est une forme de résistance silencieuse mais puissante. Continuer à vivre, continuer à éduquer les enfants, c'est dire à l'envahisseur « tu ne nous as pas brisés ». Mais il y a une ombre au tableau. Une ombre que personne n'aime vraiment regarder en face, mais qu'il faut aborder si on veut être honnête. C'est la corruption. Vous savez, quand on déverse 90 milliards dans un pays en guerre, les tentations sont énormes. L'argent a cette capacité à disparaître, à s'évaporer dans les poches des intermédiaires. Et l'Ukraine a un passif. On ne va pas se mentir. Il y a eu ce scandale énorme avec Energoatom, la société nucléaire, des millions détournés, des contrats gonflés, des pots de vin. Et ça touchait des gens proches du pouvoir. C'était sale. Ça a secoué la confiance de tout le monde. L'Europe le sait. C'est pour ça qu'ils ont mis des conditions draconiennes. Ce n'est pas un chèque en blanc. L'Ukraine doit montrer patte blanche. Elle doit continuer son nettoyage interne, renforcer l'état de droit, prouver que l'argent sert à défendre la liberté, pas à m'acheter des villas sur la Côte d'Azur pour des oligarques. C'est un test de maturité immense pour Kiev. Ils doivent mener 2 guerres en même temps. Une contre les Russes sur le front, et une contre leurs propres démons dans les bureaux feutrés de la capitale. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'on peut vraiment réformer un système corrompu tout en ayant l'artillerie russe qui pilonne vos villes? C'est ici qu'on touche à quelque chose de profond sur la nature humaine. La corruption, ce n'est pas juste une question de loi ou de police, c'est une question de survie et de peur. Quand tout s'effondre autour de vous, l'instinct premier, c'est de prendre ce qu'on peut, de se mettre à l'abri, de sécuriser l'avenir de sa famille au mépris des règles. C'est un réflexe reptilien. Lutter contre la corruption en temps de paix, c'est déjà difficile. Mais le faire en temps de guerre, c'est demander aux gens d'aller contre leur instinct de conservation immédiat pour un bien supérieur abstrait, la nation, l'intégrité, l'honneur. C'est là que se joue la vraie différence entre un État et une bande de pillards. La confiance. Si les soldats au front sentent que l'argent de leurs munitions est volé à l'arrière, le moral s'effondre plus vite que sous n'importe quel bombardement. La corruption est le poison le plus mortel pour une armée, bien plus que le gaz ou les bombes à sous-munitions, parce qu'elle tue le sens même du sacrifice. Si l'Ukraine réussit ça, si elle arrive à se nettoyer sous le feu, ce sera une victoire morale aussi grande que n'importe quelle victoire militaire. Revenons à l'argent. Parce que je vous ai parlé du prêt, mais je ne vous ai pas encore expliqué le mécanisme exact qui rend Poutine fou de rage. Vous vous souvenez des avoirs gelés? Environ 210 milliards d'euros qui dorment dans les banques européennes. Poutine pensait qu'ils étaient intouchables. Il se disait « ils n'oseront pas, c'est illégal ». Ça briserait la confiance dans le système financier international. Il avait tort. L'Europe a trouvé une faille, un chemin de traverse. Ils n'utilisent pas directement les actifs pour payer l'Ukraine. Ça, ce serait juridiquement risqué. Non, ils utilisent les cash profits, générés par ces actifs, pour rembourser les intérêts, et ils gardent les actifs eux-mêmes en garantie ultime. Si la Russie refuse de payer les réparations à la fin de la guerre, l'Europe se servira. C'est un message clair. D'une manière ou d'une autre, Vladimir, tu vas payer. La réaction du Kremlin a été volcanique.
Poutine a crié au vol, au banditisme d'État. Il a menacé de représailles, jurant que l'Europe devrait tout rembourser. Mais derrière les cris, il y a la peur. Une peur froide, parce qu'il voit les chiffres. Son déficit budgétaire grimpe plus de 22 milliards de dollars. Ses revenus pétroliers chutent, et maintenant, il sait que l'Ukraine ne sera pas à court d'argent. Il a envoyé 1,25 million d'hommes se faire massacrer pour rien. Il a transformé son pays en paria pour rien. L'attrition ne marche plus. L'Europe a blindé l'économie ukrainienne jusqu'en 2027 au moins. Vous imaginez ? 2027. Poutine pensait que tout serait fini en 2022. Et regardez ce que ça permet à l'Ukraine de construire. On parle de drones, mais aussi d'aviation, des accords pour des Rafales français, des Gripen suédois. Imaginez le ciel ukrainien patrouillé par ces jets ultra-modernes. Ça change toute la dynamique. Ça permet de frapper les nœuds logistiques russes, loin derrière les lignes. Ça permet de protéger les villes contre les pluies de missiles. L'argent, c'est du temps, et c'est de l'acier. Mais il y a un aspect encore plus sombre à tout ça. C'est la dimension psychologique pour le citoyen russe moyen. On ne leur dit pas tout, bien sûr. La propagande tourne à plein régime. Mais ils sentent que quelque chose cloche. L'inflation, les pénuries, les fils qui ne reviennent pas. Et maintenant, cette nouvelle. L'Europe est unie, l'Europe a trouvé le moyen de financer la guerre indéfiniment. Le narratif de Poutine, celui d'un Occident faible, décadent, divisé, prêt à lâcher l'Ukraine à la première difficulté. Ce narratif vient d'exploser en vol. L'Europe a voté 458 voix pour. C'est un mur d'argent et de volonté politique. Même les pays un peu plus sympathiques envers la Russie, comme la Hongrie ou la Slovaquie, n'ont pas pu bloquer ça. C'est un échec diplomatique total pour Moscou. Cela dit, ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas la fin de la guerre. L'argent ne tire pas les coups de feu. Il faut encore des hommes et des femmes pour tenir les tranchées. Il faut encore du courage physique, de la sueur et du sang. 90 milliards, ça ne remplace pas une vie perdue. Ça ne ramène pas un père ou une mère. L'Ukraine va continuer à souffrir, mais elle va souffrir avec une épée dans la main, pas à genoux. Et c'est là que le doute s'installe, n'est-ce pas ? On injecte des milliards, on prolonge le conflit. Est-ce qu'on ne fait qu'alimenter un brasier qui finira par nous brûler tous ? La stratégie, c'est l'art de choisir le moindre mal dans un monde où le bien pur n'existe plus. En politique internationale, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a que des compromis douloureux. Financer une guerre, c'est horrible, c'est accepter que cet argent servira à tuer. Mais l'alternative ? Laisser une démocratie se faire dévorer par une dictature impérialiste ? Laisser s'installer l'idée que la force fait le droit ? Parfois, la responsabilité civique et morale nous oblige à prendre les armes, ou du moins à les payer, parce que le pacifisme face à un char d'assaut n'est pas une vertu, c'est un suicide. C'est une leçon dure à avaler. Nous aimons croire que le dialogue peut tout résoudre, mais l'histoire nous hurle le contraire. Il y a des moments où seule la force peut arrêter la force. Et reconnaître ça, c'est perdre une part de notre innocence. Alors, où allons-nous maintenant ? Le prêt doit encore être formellement adopté par le Conseil européen, mais c'est une formalité, surtout avec Antonio Costa aux commandes. L'argent va commencer à couler. Les premières tranches pourraient arriver dès 2026, selon certaines estimations techniques, mais l'effet politique est immédiat. Les marchés savent, les fabricants d'armes savent, Poutine sait. Ce qui me frappe le plus, c'est la détermination froide de l'Europe. On a souvent critiqué l'UE pour sa lenteur, sa bureaucratie, le géant aux pieds d'argile. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tordu leurs propres règles budgétaires, ils ont amendé le budget 2021-2027. Ils ont créé une architecture financière inédite juste pour contrer un homme. C'est la preuve que quand la menace est existentielle, même les bureaucraties les plus lourdes peuvent se transformer en machines de guerre. Nathalie Loiseau, une députée européenne, l'a dit très justement. C'est notre honneur et c'est notre intérêt, car notre sécurité est en jeu. Ils ont enfin compris. L'Ukraine n'est pas une charité. C'est le bouclier de l'Europe. Si l'Ukraine tombe, les chars russes ne s'arrêteront pas à la frontière polonaise par politesse. Poutine a déjà désigné l'Occident comme l'ennemi. Il l'a dit clairement. J'imagine Poutine, seul dans son bureau immense au Kremlin. Les murs sont hauts, les dorures sont brillantes, mais l'air doit être raréfié. Il a misé sa place dans l'histoire sur cette guerre. Il voulait être Pierre le Grand. Il risque de finir comme Nicolas II, ruiné, isolé, dépassé par des forces économiques qu'il ne comprend pas. Il pensait jouer aux échecs, mais l'Europe jouait au poker, et elle vient de faire tapis avec ses propres jetons à lui. C'est humiliant, et un dictateur humilié est un dictateur dangereux. La bête est blessée, coincée dans un coin, et elle a encore des griffes nucléaires. La question qui me hante, et qui devrait vous hanter aussi, c'est jusqu'où ira-t-il pour ne pas perdre ? La manipulation est un art subtil.
Poutine a manipulé son peuple, il a essayé de manipuler l'opinion mondiale, en se posant en victime de l'OTAN, mais la réalité a cette fâcheuse tendance à percer à travers les mensonges. Vous pouvez contrôler la télévision d'État, vous pouvez emprisonner les dissidents, mais vous ne pouvez pas manipuler les mathématiques budgétaires éternellement. Quand l'argent manque, quand les promesses sonnent creux, le masque tombe. La manipulation ne fonctionne que tant que les gens ont quelque chose à perdre. Mais quand vous avez tout pris à votre peuple, leur prospérité, leurs fils, leur avenir, vous perdez votre levier. Poutine est en train de découvrir que le pouvoir absolu crée une solitude absolue. Et dans cette solitude, les murs se rapprochent. La vérité, c'est que les dictateurs ne tombent pas parce qu'ils sont méchants. Ils tombent parce qu'ils deviennent incompétents et fauchés. Et grâce à l'Europe, Poutine est en bonne voie pour devenir les deux. Nous arrivons au bout de cette analyse, et je dois vous laisser avec une pensée. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas juste un transfert d'argent, c'est un moment de définition. The defining moment, comme ils disent. L'Europe a franchi le Rubicon. Elle a décidé que la victoire de l'Ukraine valait plus que ses relations diplomatiques avec la Russie, plus que la stabilité de ses propres marchés financiers, plus que le confort de l'inaction. C'est un pari risqué. Énorme. Si l'Ukraine perd, malgré tout, ces 90 milliards seront perdus, et la crédibilité de l'Europe avec, mais si l'Ukraine gagne, si l'Ukraine survit et repousse l'envahisseur, on se souviendra de ce mois de février comme du moment où la balance a penché. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est la démonstration brutale que dans notre monde moderne, la finance est une arme de destruction massive. On peut conquérir des territoires avec des chars, mais on gagne les guerres avec des banques. C'est triste, peut-être. C'est cynique, sûrement, mais c'est la réalité. L'argent russe, fruit de la vente de gaz et de pétrole qui a pollué la planète et corrompu des élites pendant des décennies, va maintenant servir à défendre la démocratie qu'il essayait de détruire. Il y a une certaine justice poétique là-dedans. Vous ne trouvez pas ? Une symétrie presque parfaite. Au final, cette histoire nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres vies. On pense souvent qu'on est impuissant face aux grands événements, que les décisions se prennent loin de nous, dans des tours d'ivoire, mais ces décisions sont le reflet de nos sociétés. Si l'Europe agit, c'est parce que les opinions publiques ont tenu bon. C'est parce que malgré l'inflation, malgré la fatigue, les gens savent, au fond d'eux, qu'on ne peut pas laisser gagner la tyrannie. Cette guerre nous a forcés à regarder dans le miroir et à nous demander quelles sont nos valeurs et combien sommes-nous prêts à payer pour elles. Apparemment, la réponse est 90 milliards d'euros. Et honnêtement, pour la liberté, ce n'est pas cher payé. C'était votre script, brut de décoffrage. Pensez-y la prochaine fois que vous entendrez parler de bureaucrates européens. Parfois, les bureaucrates ont des dents. Et cette fois, ils ont mordu.